Salut à tous et à toutes, Vincent Caraboulade pour vous servir et aujourd'hui je me lance, je vous détaille pourquoi depuis plusieurs années je suis un énorme fan d'Elon Musk. J'ai pas su tout de suite pourquoi d'ailleurs, je me suis intéressé à la biographie de ce personnage, la fameuse biographie écrite par Ashley Vance et j'ai commencé à m'intéresser à SpaceX, à Tesla et j'ai fini par me gaver, parfois plusieurs heures par jour, de son travail, de ses entreprises. J'ai même fini par investir dans Tesla l'année dernière et ma foi, ça a plutôt joué en ma faveur jusque-là. Mais bon, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Mais à l'origine, comme vous le savez, mon truc, c'est le coaching personnel. Et donc, la question est, qu'est-ce qu'il y a dans ce personnage qui me stimule autant? Qu'est-ce que ça dit de ma psychologie et qu'est-ce que ça dit de la psychologie en général? Pas que de la mienne, puisque il a 38 millions d'abonnés sur Twitter. Chaque fois que son nom ou que le mot Tesla apparaît dans un titre d'article, ça permet de faire le buzz, quitte à virer carrément au putaclic. Mais enfin, il y a un vrai phénomène autour d'Elon Musk. Donc j'aimerais l'aborder à travers cet angle-là, à travers l'angle psychologique. Pourquoi j'admire cet homme et pourquoi je pense qu'il est important que vous ayez quelqu'un, pas forcément Elon Musk évidemment, mais que vous admiriez pour ces raisons-là. Le premier point, c'est que on a besoin d'entrepreneurs. En France, on aime beaucoup la jalousie et la médiocrité. On est un pays, c'est assez célèbre, ça se sent même jusque dans notre fonctionnement fiscal, la manière dont on traite les entrepreneurs, et je ne parle pas des patrons du CAC 40, je parle des petits entrepreneurs. On a une façon de décourager les gens à l'audace, à l'entrepreneuriat, à la prise de risque, qui est réel. C'est pas qu'un fantasme. Je suis pas en train de vous tenir un discours de droitiste à la con, de petit con de parisien. Non, c'est vrai. J'avais fait un test, par exemple, en 2016. J'avais calculé mon chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur et je m'étais rendu compte d'un truc tout bête qui était que si je dépassais les 2500 euros de chiffre d'affaires mensuel, eh bien, le changement de statut qui allait s'opérer allait directement me propulser dans un statut qui allait me coûter tellement cher, un nouveau statut de professionnel libéral et non plus d'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, j'allais devoir, si je voulais compenser mes pertes, directement faire un bond de 2500 à 3500 euros de chiffre d'affaires pour que ce soit rentable. Donc, je crois que ça s'est corrigé depuis, mais encore en 2016 ou 2017, il existait un écart tel que, entre 2500 et 3500 euros de chiffre d'affaires, il valait mieux pas se fouler. Et il y a beaucoup de ça en France. On est énormément chouchouté, il y a un vrai encouragement à la médiocrité. En gros, ferme ta gueule, prends ton RSA, prends tes allocs, fais pas de vagues. Ça, non seulement ça coûte très cher sur le plan psychologique pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, mais un truc de base qu'on va rappeler quand même. Le modèle CDI, prêt pour acheter un appart, bagnole, famille, labrador, etc. Ce bon vieux modèle familial issu de, enfin particulièrement dont on a particulièrement hérité avec la révolution industrielle. Il faut quand même des entrepreneurs pour nous recruter. C'est bien sympa de dire t'emmerdes pas, chope-toi un CDI et mets-toi tranquille, mets-toi à l'aise, garde une situation confortable. Mais qui crée les boîtes en premier lieu? On est d'accord, il a bien fallu que quelqu'un au départ, un homme, une femme, peu importe, se défonce, prenne les risques, mette les thunes, fasse preuve de courage contre toutes les contradictions, contre toutes les critiques. Je sais pas, il suffit que vous fréquentiez des gens autour de vous qui sont des entrepreneurs, comme dirait l'autre, même un vendeur de kebab à Bobigny, quelqu'un qui bosse dans le bâtiment. Il ne s'agit pas d'être un grand entrepreneur de la tech, mais d'une façon générale, qui crée les emplois? Ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui à un moment se défoncent pour créer un produit ou un service qui a tellement de succès qu'ils sont à un moment obligés de déléguer et de recruter des gens. Donc il est capital, si on veut, même si on est très fan de ce modèle français et qu'on n'a pas envie de faire de vagues, qu'on se dit que le but de la vie c'est trouver un CDI, avoir un diplôme supérieur, trouver un CDI, acheter un appart en ayant fait un prêt et se marier et faire des gosses et vivre heureux pour toujours, et je le dis en fait sans trop de sarcasme, mais il faut bien qu'il y ait une boîte qui existe pour nous recruter et pour nous donner ce foutu CDI. Donc c'est le premier point, c'est bien de se le rappeler et il faut arrêter avec le discours socialiste extrême à la con qui est su aux entrepreneurs, bâchons les entrepreneurs, les patrons versus les salariés, etc. C'est un paradigme complètement con. Pour être salarié, il faut bien être salarié de quelqu'un pour commencer. Et croyez-moi, si vous n'en étiez pas déjà convaincu, le système fiscal français, aujourd'hui,
et pas très très avantageux pour la grande majorité des patrons. La grande majorité des gens qui veulent créer un business et le développer. Ça reste quand même très compliqué. Oui, quand on arrive à un certain niveau, on a peut-être suffisamment de thunes pour faire de manière éhontée de l'optimisation fiscale, mais en attendant d'atteindre ce niveau-là, on s'en prend plein la gueule. Et je vous assure que quand vous bossez, encore je suis auto-entrepreneur, mais vous dire que 1 heure sur 4, vous la passez à bosser juste pour payer vos charges sociales et vos impôts, je m'en plains pas. Mais je dis que rien que ça permet de prendre un petit peu plus la mesure du truc. Donc ça, c'est le premier point. Si on veut un modèle français bien confortable, même si on veut ce modèle-là, il nous faut des entrepreneurs, il faut encourager les gens à prendre des risques, à faire preuve d'audace. Deuxième point, d'un point de vue psychologique, il faut se dépasser. Vous le savez, tout le monde le sait, ou à minima tout le monde le sent au fond. Dans la nature, rien ne stagne. Soit on grandit, soit on décline. Et même pour se maintenir à niveau, étant donné que la biologie ne joue pas en notre faveur, plus les années passent, plus, si on veut réussir à continuer de faire exactement la même chose, si on parle en termes de performance sportive, n'est-ce pas, et ben on veut continuer de courir les 100 mètres toujours en aussi peu de temps, et ben ça nous demande de plus en plus de boulot, d'accord? Comme dirait la Reine Rouge, ici il faut courir comme un dératé pour rester au même endroit. Ça, c'est la réalité de notre biologie qui impacte directement notre psychologie. Donc, on fait quoi? Est-ce qu'on est cynique à mort? On se dit qu'on a tout vu, tout compris, que ça sert à rien, etc. Ou alors, on se fixe des objectifs qui sont excitants, qui sont beaux, qui sont stimulants. Comme dirait Elon Musk, une raison de se lever le matin. Exemple simple. On n'arrête pas de nous parler du réchauffement climatique du matin au soir. Très bien. On nous parle du Covid, on nous parle des effets néfastes de la mondialisation, on nous parle du réchauffement climatique et surtout, on nous parle beaucoup de l'épuisement des ressources. 7 milliards d'individus et bientôt 8 et bientôt 9 ne peuvent pas vivre comme un Américain moyen aujourd'hui. Selon les ressources actuelles de la planète, ce n'est pas possible. Question bête, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on rentre dans une logique de décroissance? Et là, c'est encore un autre débat, mais qui est moribonde, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas moi et ce n'est pas le français ou l'américain moyen qu'il faut convaincre, c'est tous ceux, ce sont les milliards de personnes qui sont dans les pays émergents et qui ne voient pas exactement pourquoi eux, il faudrait qu'ils se restreignent dans leur façon de consommer, alors que nous, on en a bénéficié toute notre vie. Eux, ils ont accès à Internet, ils voient ce qui se passe, on est d'accord que c'est un petit peu charrié que d'aller leur dire « Oh non, les cocos, vous consommez trop, par exemple, vous utilisez trop de charbon pour produire votre électricité. » Ah oui, mais nous, on l'a fait, ça nous a permis d'atteindre un certain niveau et maintenant, on est plus au nucléaire, au renouvelable. Bref, je m'égare, mais il nous faut des objectifs stimulants vers lesquels tendre. Et je rappelle aussi un truc qui est que neurologiquement, on est beaucoup plus apte à trouver des solutions quand on tend vers du positif que quand on tend vers du négatif. Le stress, la peur, l'anxiété, vous formez ça comme vous voulez, est un inhibiteur d'inventivité. Ça stimule à court terme, parce que effectivement, si quelqu'un vous met un flingue sur la tempe, vous aurez envie de courir, vous serez prêt à faire beaucoup de choses, mais ça épuise, cet état mental, cet état de peur permanent épuise. Et au bout d'un moment, vous arrêterez peut-être de courir et vous direz au mec, tu sais quoi, tire ta balle, j'en ai plus rien à foutre, j'en ai marre, j'arrête. Il nous faut un sandwich motivationnel. Il nous faut effectivement des peurs à fuir, des exemples précis des pires scénarios possibles. La Terre explose, holocauste nucléaire, l'atmosphère devient irrespirable, l'eau devient imbuvable, etc., etc. Il nous faut cette dose-là. Mais il nous faut comment dire, ce feu au cul derrière pour nous pousser. Mais ça, c'est le bâton. Il nous faut aussi la carotte. Et on néglige énormément la carotte. Le problème de la décroissance, c'est que on n'offre pas particulièrement d'alternatives. En face, vous avez Apple et vous avez d'autres entreprises qui mettent des milliards de budget marketing pour vous vendre du rêve, pour jouer sur les leviers psychologiques d'appartenance, de sexe, etc., les plus basiques. Et vous arrivez et vous balancez que selon toutes les statistiques, d'ici 50 ou 100 ans, ce sera trop tard, on va mourir, etc. Le problème n'est pas que vous ayez tort sur le fond, le problème est que vous avez tort sur la forme. Le but n'est pas de me convaincre moi, le but est de convaincre un maximum de monde. Comment vous allez mobiliser un maximum de gens pour changer les habitudes de consommation de suffisamment de terriens pour qu'on s'en sorte? La réponse, c'est de la peur, soit, mais aussi de l'excitation, de la stimulation, la carotte au bout. Proposer un produit ou un service qui soit meilleur. Et c'est exactement ce qu'Elon Musk fait. Il rend, par exemple, les voitures électriques
beaucoup plus sexy, beaucoup plus attrayant, à tel point qu'il n'y a même plus de débat. Le but n'est pas de dire que c'est un bon remplacement aux voitures à essence ou diesel. Non, le but est de dire que c'est 10 fois meilleur. Comme ça, il n'y a plus de débat. On rentrera peut-être dans la grande thématique habituelle du les batteries, les métaux rares, les conditions d'exploitation. Et je suis d'accord, il y a énormément de choses à dire. Les éoliennes et les batteries ne poussent pas dans les arbres, mais il faut de la R&D. Donc plutôt que d'aller dire que Tesla c'est un truc de bobo, c'est pour les riches, qui veulent se la péter en faisant croire qu'ils se soucient de la planète, etc. J'ai une question simple. Qui finance la recherche et développement pour des batteries beaucoup plus éco-responsables et qui offrent de plus en plus une meilleure alternative aux énergies d'origine fossile, n'est-ce pas? Qui finance cette R&D? Est-ce que c'est les États? La réponse est non. Ce sont les privés et ça commence par les gens friqués qui achètent des belles bagnoles luxueuses et qui sans doute sont des hypocrites, sans doute se gargarisent, mais on a bien besoin de leur pognon. Question simple, si demain, imaginons un futur dans lequel vous avez la fusion nucléaire et vous avez des batteries qui vous permettent de stocker suffisamment d'énergie pour que la vie suive son cours, lors des périodes, des problèmes de production, etc., vous n'arrivez pas à produire suffisamment d'électricité. Est-ce que ça, c'est un futur vers lequel vous voulez tendre? Et imaginons que ces batteries, en plus, n'aient même pas nécessité de dépeupler des espaces, des kilomètres carrés entiers de la planète. Imaginons que ces batteries soient quasiment entièrement recyclables. Est-ce que c'est un beau futur vers lequel vous voulez tendre? N'est-ce pas? Dites-moi une chose, si on est en train de coloniser l'espace, est-il possible que ça résolve en partie notre problème de limitation des ressources? Ça limite ce paradigme dans lequel on est enfermé de cette logique de gestion de la pénurie. La réponse est oui. Alors évidemment, ça semble être de la science-fiction, mais arrêtons de faire preuve de cynisme, fixons-nous des beaux objectifs vers lesquels tendre, et rappelons-nous, ça j'en suis absolument convaincu de toute façon, et ce message va pour vous, les chantres vous est adressé à vous, les chantres de la décroissance, vous ne convaincrez jamais suffisamment de gens à temps de changer leurs habitudes de consommation si vous avez une logique de décroissance. Si vous leur vendez juste, mais que si on fait ça, on va droit dans le mur et faut consommer mieux et moins. Oui, on est d'accord, il faut consommer mieux et moins, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. Bref, ça c'était ce point-là. Troisième point, il nous faut des grands chantiers pour nous fédérer, pour nous faire rêver des alternatives vers lesquelles tendre tous ensemble. Vous avez remarqué l'effet du football, c'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Normalement, un soir de match, on n'est pas trop occupé à se faire la guerre. Ça vient après le match, n'est-ce pas? On est bercé de négativité pour tout un tas de raisons. On a l'impression que le monde n'a jamais été autant à feu et à sang qu'aujourd'hui, alors que selon toutes les statistiques, c'est absolument faux. On n'a jamais aussi bien vécu qu'aujourd'hui. Et il y a plein de gens qui ne supportent pas quand je dis ça, mais les statistiques sont là. Notre espérance de vie, la capacité à guérir les maladies, l'accès à l'eau potable, l'accès à la bouffe. Aujourd'hui, si vous habitez à Paris, par exemple, il y a à peu près 0% de chance pour que vous mouriez de faim. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de malbouffe, je ne dis pas qu'on est plus heureux, certainement pas, parce que justement, une grande part, malheureusement, de ce confort engendre beaucoup de névroses, on est déraciné, il y a tout un tas de choses à dire à ce niveau-là. Mais il y a énormément de négativité et c'est complètement déconnecté des réalités. Simplement, on ne fait pas le buzz avec ce qui ne s'est pas passé aujourd'hui. Tiens, il n'y a pas eu de guerre mondiale aujourd'hui. Tiens, c'est marrant. Tiens, il n'y a pas des milliers de Français qui sont morts sur le front avec l'Allemagne, avec l'Angleterre ou que sais-je, comme ça a été le cas pendant des siècles, sinon des millénaires. Le gros de notre histoire, ça reste quand même famine, épidémie et guerre. À quand remonte la dernière fois que vous avez manqué de mourir de faim? À quand remonte la dernière fois que vous avez fait la guerre? À quand remonte l'épidémie qui a réellement décimé une bonne partie de votre entourage? D'accord? On n'a jamais aussi bien vécu qu'aujourd'hui, mais on n'en a pas du tout l'impression. Pourquoi? Parce que c'est la course à la négativité pour faire du buzz, pour faire du clic. Parce que, étant donné qu'on est programmé pour survivre et pas pour être heureux, les titres négatifs génèrent beaucoup plus de clics, attirent beaucoup plus l'attention que les titres positifs. C'est clair que quand on arrête de regarder les infos et quand on arrête de suivre Twitter, qui est une espèce de caisse de résonance tribale, qui est une orgie de billets de confirmation, quand on coupe tout ça, quand on coupe Internet, quand on coupe la télé et qu'on regarde par sa fenêtre, peut-être que ce qu'on voit, c'est du béton dégueulasse, et ça, c'est un vrai problème. En tout cas, on ne peut pas dire que les choses n'ont jamais été aussi mauvaises qu'aujourd'hui. On a plein d'opportunités, mais on est névrosé, il est très dur de surmonter ça. Du coup, face à tant de négativité, je reviens à mon troisième point, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fédère les gens
dans des causes inutiles, dans des guerres tribales, dans des guerres identitaristes guerrières, par exemple, ou est-ce qu'on trouve de beaux projets vers lesquels tendre? Est-ce que la seule alternative, c'est le football? Et je dis ça, je ne veux pas être trop dédaigneux, mais enfin, à un moment, ça va bien de proposer du foot. C'est un peu l'équivalent moderne des jeux du cirque, n'est-ce pas? En gros, du pain et des jeux, McDo, football, KFC, bref, faut que j'arrête. Est-ce qu'on peut tendre, est-ce qu'on peut proposer d'autres alternatives qui vont faire rêver, qui vont faire aspirer à un avenir meilleur et qui vont faire tomber les barrières, nous faire arrêter de nous foutre sur la gueule les uns les autres? Si demain, vous aviez à 20h en direct la retransmission de l'atterrissage, ou plutôt l'amarcissage d'une équipe d'astronautes internationaux sur Mars, est-ce que vous ne pensez pas que pendant quelques minutes, au moins, la Terre arrêterait de se foutre sur la gueule? Si tant est qu'on accepte le paradigme dans lequel on est vraiment en train de tout le temps se foutre sur la gueule. Mais bref, ça c'est autre chose. Est-ce que ça, ce ne serait pas une belle chose vers laquelle tendre? Juste avant, je parlais de la nécessité d'arrêter avec cette logique de gestion de la pénurie. Maintenant, je vous parle du besoin de fédérer autour de causes communes qui font rêver, qui sont positives, qui n'impliquent pas forcément un ennemi commun. Ou alors, dans ce cas-là, cet ennemi, c'est la médiocrité et c'est rien d'autre. Quatrième et dernier point, le besoin de fédérer, de questionner, de remettre en question, voire même de sacrément ébranler le statu quo. Le statu quo, c'est-à-dire l'ensemble de ces croyances qu'on a, qui sont bien établies, dont on n'arrive pas à se défaire. On est particulièrement arrogant aujourd'hui. On manque beaucoup de gratitude, on a vraiment le sentiment d'avoir tout vu, tout compris, et ce cynisme et cette arrogance viennent beaucoup de la teneur des informations qu'on nous balance à longueur de journée. C'est extrêmement négatif, et en plus, la science a atteint un tel niveau qu'on a l'impression d'avoir tout vu, tout compris. Donc on dit, ouais, la religion c'est de la merde, la spiritualité c'est de la merde, la transcendance c'est de la merde. Or, ça nous flingue psychologiquement. On a besoin d'être capable de s'adapter. Vous l'avez remarqué, le monde bouge de plus en plus vite. Si vous vous intéressez à votre parcours professionnel, et c'est certainement le cas, il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouviez faire une carrière entière dans la même boîte, et aujourd'hui, c'est inconcevable. Déjà, si vous restez 3 ans dans la même boîte, c'est exceptionnel. Si votre titre professionnel, l'intitulé de votre poste reste 3 ans le même, là aussi c'est exceptionnel. On dit souvent des trucs un peu racoleurs du style 50% des métiers de demain n'ont pas encore été inventés aujourd'hui. À mon avis, on ne va pas inventer énormément de métiers, mais c'est clair que les intitulés vont changer, les spécialisations, les recoupements entre disciplines vont changer. Donc, qu'est-ce qu'on en retient? Il faut être adaptable, il faut être de plus en plus adaptable. Or, quand je regarde autour de moi, il y a vraiment ce cynisme, cette impression que ouais, tout vu, tout compris, ouais, voiture électrique, bof, ouais, j'y crois pas à ce truc-là. Internet, ouais, j'y crois pas à ce truc-là. Vous avez encore des gens qui, 20 ans, 25 ans après l'avènement d'Internet, sont en train de vous dire ouais, oh, ces trucs-là, moi, j'y crois pas comme ça. Est-ce que vous leur poseriez la même question avec le téléphone? Oh, le téléphone, oh non, vraiment, j'y crois pas. On a cette cristallisation, on a cette résistance au changement qui nous est profondément nuisible. Ça ne veut pas dire que le changement est forcément bon, mais pour survivre et pour s'épanouir, il faut être adaptable. Et il y a un truc qu'Elon Musk a extrêmement bien fait, c'est remettre en question le statu quo. Prendre des industries entières ou des pans entiers d'industries et tout déconstruire avec cette fameuse approche des premiers principes, cette approche de physique, qui est une approche axiomatique. On déconstruit tout ce qu'on croit, toutes les idées préconçues qu'on a sur la façon de faire dans cette industrie, et on dit quel est le produit, quel est le service, quelle est la finalité de tout ça, et quel est l'axiome le plus basique sur lequel je peux m'appuyer. Quelle est la chose la plus basique, l'unité sur laquelle je peux m'appuyer et que je sais être vraie. Vous avez besoin d'aborder les choses comme ça. J'en parlais l'autre jour avec un élève et on s'est rendu compte d'un truc tout bête. J'avais jamais fait la chronologie. 1995, 2005, explosion d'Internet, ça change nos vies. 2005, 2015, explosion des smartphones, de l'accessibilité à Internet de partout et de la concentration en un seul dispositif d'appareils photo et navigateurs Internet et téléphone et musique et lecteurs MP3, etc. On est d'accord que ces choses-là ont changé nos vies, ont changé des industries entières. C'est 2 fois 10 ans. Donc, entendre des gens dans ces années, à notre époque, tenir des discours de blasés, des discours un peu ingrats, de, ouais, on a tout vu, tout compris, ah non, ce truc-là, j'y crois pas, alors que nous-mêmes, de notre vécu, on s'est pris au moins 2 torrents technologiques disruptifs dans la tronche, c'est pas acceptable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je récapitule mes 4 points. Il nous faut des entrepreneurs,
Deuxième point, il faut qu'on ait des objectifs positifs vers lesquels tendre pour nous dépasser. 3, il nous faut des buts fédérateurs pour arrêter de nous foutre sur la gueule. 4, il nous faut être adaptable, il faut qu'on ait le courage de remettre en question nos croyances fondamentales. Prenez soin de vous.